Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 octobre 2025 et notre ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir invité, Nima. Bonjour. Bonjour à moi et bonsoir à toi. Et bon après-midi à l'Europe. Oui, exactement. John, commençons par le cas des missiles Tomahawk, qui suscite beaucoup de questions. Il me semble qu'en Russie comme à l'extérieur, les gens s'inquiètent de ce qui se passe, car Donald Trump a déclaré hier qu'il avait décidé de les envoyer à l'OTAN et à l'Ukraine, mais qu'il voulait savoir comment ils allaient les utiliser. Cela montre donc l'importance des missiles Tomahawk. Comment voyez-vous les réactions? Parce que Poutine a parlé des missiles Tomahawk lors du forum de Valdai. Quelle est votre compréhension de la réaction de Poutine? What's your understanding of the reaction coming from Putin? Eh bien, il y a plusieurs points importants à aborder à ce sujet, Nima. Surtout parce qu'il y a eu quelques tensions parmi certains de nos collègues du podcast concernant la manière d'interpréter ce que le président Poutine a dit à Valdai et ce qu'il a fait depuis. Je ne veux pas entrer dans des querelles de personnes. Je veux simplement dire, en ce qui concerne ce qui a été dit dans le podcast, qu'il existe une célèbre citation britannique d'un haut responsable politique à un journaliste. « Vous pouvez le dire », répondit le politicien au journaliste, « mais je ne pourrai pas commenter. » Ce que cela signifie dans cette situation, c'est qu'il y a quelques principes à retenir. Tout d'abord, et nous l'avons déjà dit, le mouvement anti-guerre aux États-Unis et en Europe est très petit et désorganisé. Parce qu'il est petit, et parce que nous, le public des podcasts, le vôtre et d'autres, ici en Europe et au Royaume-Uni, représentons une opinion minoritaire, nous avons du mal à atteindre un public plus large et à acquérir une influence politique. Le mouvement anti-guerre est si restreint et assez distinct du mouvement anti-guerre concernant la destruction de Gaza. Pour cette raison, nous avons tous le devoir d'exprimer et de manifester notre solidarité et de ne pas nous attaquer les uns les autres. Nous sommes trop peu nombreux pour nous attaquer les uns les autres pour des raisons commerciales ou égocentriques. Nous devons faire preuve de solidarité, car sur l'essentiel, nous sommes probablement d'accord. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'autrefois, les personnes de bonne volonté étaient appelées des gentlemen. Ne vous insultez pas. N'utilisez pas de jurons. N'utilisez pas de termes injurieux. Maintenant, pourquoi emploie-t-on des termes injurieux? Même le président des États-Unis, qui jure. À mon avis, ils sont utilisés pour intimider l'auditeur, pour imposer une opinion par la personnalité et l'insulte, une forme de violence appliquée. En droit, lorsqu'ils sont dirigés contre des femmes ou des minorités, ils peuvent constituer un discours de haine, voire une agression. Et c'est une forme d'agression. C'est une forme d'impérialisme des podcasteurs qui dictent aux gens qu'ils sont inférieurs s'ils ne sont pas d'accord. Franchement, insulter les gens dans des podcasts reflète cette doctrine de Charlie Kirk du type « prouvez-moi que j'ai tort ». C'est agressif et je ne vais pas m'y attarder. Cela ne devrait pas arriver. Le troisième principe est le suivant. Examinons les preuves. Et je suis heureux que vous m'ayez demandé les preuves. Ce que le président Poutine a dit à Valdai est consigné, et plusieurs de vos invités l'ont analysé très attentivement. Vous avez montré des extraits de ce qu'il a exactement dit, à la fois sur les Tomahawks et sur ce qui a suivi les Tomahawks. C'était très intéressant. Il a parlé de la saisie par la France d'un pétrolier au large de Saint-Nazaire et de la piraterie en mer. Nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles il a dit cela et sur l'importance de ce propos. À la suite de sa déclaration,
et la phrase clé n'était pas une question de fait, mais une question de politique, il a affirmé que le déploiement des Tomahawks par les Américains impliquerait une conception américaine, une direction américaine, et tout ce qui s'y rattache. Nous convenons tous que techniquement, c'est exact. Il a ajouté que cela serait préjudiciable à la compréhension russo-américaine depuis le sommet d'Anchorage organisé par Trump. Il ne fait aucun doute qu'après ces déclarations, il y a eu une réaction négative à ce qu'il a dit, à la manière dont il l'a dit, et à la façon dont cela se reflète sur la conduite de la guerre à venir et sur la politique russe. Quelle est la principale preuve? La principale preuve, c'est ce que Poutine lui-même a fini par dire. Samedi soir, diffusé sur Channel One à Moscou dimanche, le président Poutine a tenté de clarifier ses propos dans un langage que mes sources et la plupart des observateurs, y compris des responsables, considèrent comme apologétique. Il a essayé d'expliquer, et j'ai reproduit ces mots exacts dans un article sur le site Dances with Bears, que les gens pourront lire après cette émission. Il a dit, et je cherche la citation sur mon bureau sans la retrouver, mais en substance, il a déclaré que c'est à « d'abord, laissez-moi le formuler exactement. J'exposais simplement, honnêtement et franchement, a dit le président Poutine, certaines situations, l'essence des questions et la manière dont je les ressens. Eh bien, il a ensuite déclaré à Pavel Zarubin, « C'est à mes collègues de répondre. J'ai parlé avec sincérité et honnêteté de la façon dont les choses se sont réellement passées et de la manière dont j'aimerais voir la situation évoluer. Certains apprécieront, d'autres non. Je n'avais pas d'objectif. Je ne cherchais pas à plaire. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont. C'est très inhabituel, mais c'est la principale preuve que le président Poutine lui-même avait fait face à des critiques l'accusant d'être trop conciliant, flatteur ou complaisant envers Trump et les États-Unis, après qu'on l'eût qualifié de tigre de papier. Trump, personnellement, a traité Poutine de tigre de papier. D'abord, il y a eu un tweet le 23 septembre, puis un discours, si je ne me trompe pas, à bord de l'USS Harry Truman. Non, pardon, c'était lors d'une émission de Bureau Oval. C'était lors d'une réunion, oui. Une qu'il avait eue avec les généraux. C'est exact. En tout cas, c'est ainsi que Poutine a réagi. Il était entendu qu'il reconnaissait faire de son mieux pour parler honnêtement, mais que certains seraient d'accord et d'autres non. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu un débat et qu'une partie de celui-ci s'est retrouvée sur la place publique. J'ai présenté dans mon article plusieurs sources moscovites sur la manière dont elles envisagent l'avenir. Mais Poutine lui-même a ensuite fait deux choses inhabituelles. D'abord, il a convoqué une réunion du Conseil de sécurité en début de semaine, de manière inattendue, le mardi. Puis, le mercredi, il a enchaîné avec une rencontre entre lui-même, le ministère de la Défense, l'état-major général et les commandants militaires de chacune des armées de front. Et là, il a de nouveau tenu des propos très importants. Et c'était sa tentative de clarifier ce qu'il reconnaît avoir été mal compris dans ses commentaires à Valdai. Je regarde sur le côté pour lire le texte. Dans une tentative de montrer à ses sponsors occidentaux au moins une apparence de succès, Poutine a déclaré au commandant « Le régime de Kiev tente de viser des installations civiles au cœur de notre territoire. Cela ne l'aidera pas. Notre objectif est d'assurer la sécurité des citoyens russes, ainsi que celle des sites stratégiques et des infrastructures civiles, y compris les installations énergétiques. » Il répond ainsi aux inquiétudes selon lesquelles les attaques de drones contre les raffineries auraient provoqué une pénurie de pétrole, benzène, essence, gaz, quel que soit le terme, selon le pays d'où l'on vient. Nous en avons déjà parlé.
Il y a un article sur Dances with Bears qui explique exactement quelle est la nature de la pénurie et pourquoi les attaques contre les raffineries n'ont qu'un effet limité. Mais elles provoquent tout de même des files d'attente dans les stations-service. Des stations-service indépendantes, certes, mais des files d'attente quand même. Le contrôle des prix a été nécessaire, ainsi que toutes sortes d'autres mesures. Il ne fait aucun doute que Poutine a tenté de durcir sa réponse et de renforcer la perception qu'il riposterait si les Tomahawks étaient déployés ou si quelque chose de comparable au Tomahawk comme le Taurus allemand était tiré. Il a donc essayé. Il est la principale source des preuves selon lesquelles il était perçu comme plus conciliant envers les Américains, plus accommodant et pas assez ferme. Il a donc déclaré avoir convoqué ces deux réunions. Et comme il l'a dit samedi soir, je dois me coordonner avec mes collègues. En d'autres termes, le président Poutine dit « Nous avons ici une prise de décision collective. » Une prise de décision collective. Et il a souligné à plusieurs reprises qu'il délègue les opérations sur le champ de bataille à l'état-major général. Alors, que se passe-t-il sur le champ de bataille? Eh bien, il y a une escalade significative de la guerre électrique. Et cette guerre électrique vise désormais, je l'ai décrite en détail sur le site, donc je ne vais pas ennuyer les gens avec les détails maintenant, à plonger dans le noir, non seulement les grandes villes proches du front et sur le front, de Kharkiv à Odessa, mais aussi à empêcher les trains de circuler. Or, cela ne s'était encore jamais produit. Oui, il y a eu des attaques ponctuelles. Mettre hors service l'électricité qui alimente les locomotives transportant les approvisionnements depuis la frontière polonaise, les armes de l'OTAN, les armements, mais aussi les politiciens qui se rendent à Kiev pour organiser des événements de propagande avec Zelensky. Tout cela est désormais attaqué. Poutine avait interdit que cela se produise depuis février, en guise de concession unilatérale à Trump après l'appel téléphonique du 12 février. Nous en avons déjà parlé. L'ordre était de s'abstenir d'attaquer les infrastructures énergétiques. L'état-major général intensifie maintenant les opérations. Je cite mes sources, des sources militaires, qui affirment que oui, nous comprenons que la politique du président Poutine, consistant à ne pas faire de vagues, est une manière raisonnable de gérer l'opportunité offerte par l'administration Trump. Mais si Trump lui-même insulte le président, s'il insulte les capacités de la Russie, s'il se montre audacieux et provocateur, alors ce que nous devons faire, c'est prendre un champ de bataille à la fois, ce qui correspond à la politique américaine de Trump consistant à enchaîner les guerres, et ensuite accélérer notre capacité, la capacité russe, à terminer la guerre. D'ici 6 mois, selon certaines sources, en d'autres termes, d'ici la fin de l'hiver, il s'agirait de consolider le contrôle de nos 4 régions. Dans un an, peut-être moins, peut-être plus, m'ont dit d'autres sources. Donc, pour répondre à votre question, la meilleure preuve de ce que certains podcasteurs nient, c'est le président Poutine lui-même. Deuxièmement, il a rectifié les faits de son point de vue lors d'une réunion collective. D'abord, avec son conseil de sécurité, composé principalement de civils, puis avec les commandants militaires, afin de durcir la position pour que le président Trump ne doute pas du sérieux de l'effet de représailles. Poutine a ensuite autorisé son porte-parole, Dmitry Peskov, à avertir que peu importe à quel point le Tomahawk peut être qualifié d'ancien, d'obsolète ou potentiellement vulnérable à être abattu, il s'agit d'une arme à double capacité. Elle pourrait transporter une ogive nucléaire. Et cela est très important du point de vue russe, car si elle est tirée, la partie russe ne peut pas savoir si elle est nucléaire ou non. Et le président Poutine a déclaré publiquement depuis 2016 à Athènes qu'il avait averti l'OTAN et les Américains
que l'installation de systèmes Tomahawk dans les batteries Aegis en Pologne et en Roumanie plaçait ces deux pays, la Pologne et la Roumanie, dans la ligne de mire, car ces systèmes sont potentiellement capables de lancer des attaques nucléaires contre la Russie. Peskov a donc également durci le ton à l'égard des Américains. Et aujourd'hui, Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères, a annoncé, selon RIA Novosti et la presse russe ce matin, je crois, que l'élan issu du sommet d'Anchorage entre le président Poutine et le président Trump en vue d'un règlement de la guerre en Ukraine était désormais épuisé, au passé. Ryabkov ajoute qu'il en rend les Européens responsables, car la position du côté russe reste la suivante: ne pas ébranler personnellement le bateau Trump, ne pas se laisser provoquer personnellement. Mais le président Poutine a également dit quelque chose de très important, que le débat entre dissuasion souple ou dure, apaisement ou non-apaisement, passe à côté de l'essentiel. Il a fait spécifiquement référence à la décision de Macron d'attaquer un pétrolier battant pavillon du Bénin, transportant du pétrole au large de San José dans l'Atlantique. Ils l'ont arraisonné, ont débarqué le capitaine chinois et l'ont arrêté sur des accusations fabriquées de toutes pièces. Le Danemark a suivi en avertissant qu'il pouvait effectivement fermer les détroits danois aux expéditions de pétrole russes, en arrêtant les pétroliers et en les obligeant à subir toutes sortes de formalités administratives et d'inspections environnementales. C'est une tactique délibérée pour attaquer un pétrolier sans violence, en utilisant des moyens illégaux, mais des objectifs pseudo-légaux, afin de retarder et d'entraver la capacité de la Russie à transporter du pétrole par une voie maritime clé. C'est une nouvelle forme d'attaque. Cela se combine avec l'utilisation française, britannique et américaine des Spetsnaz pour poser des mines et bombarder, ainsi qu'avec les tentatives ukrainiennes de frapper les pétroliers russes lorsqu'ils se dirigent vers leur marché d'exportation. Cela s'ajoute également à la pression croissante visant à bloquer le commerce secondaire par le biais de sanctions secondaires contre la Chine et l'Inde. Ainsi, le président Poutine a déclaré que nous faisons face à de nouveaux risques, qui s'intensifient également. En résumé, le Tomahawk a été renforcé en tant que menace stratégique pour la Russie depuis Valdai. Deuxièmement, il existe un engagement de la Russie à préserver l'opportunité d'Anchorage malgré les provocations de Trump. Et le président Poutine a été très clair, tout comme l'ensemble des responsables russes. Nous ne serons pas provoqués dans de multiples combats sur de multiples champs de bataille. La meilleure façon de dissuader ce type de comportement, qu'il soit français, danois ou autre, est d'accélérer la destruction de l'OTAN et du système américain de combat sur le champ de bataille ukrainien. John, compte tenu de ce qui s'est passé, et nous savons que l'Europe fait tout son possible pour intensifier la situation, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Européens. Mais pensent-ils vraiment que si quelque chose de grave se produit en Ukraine, ils vont en être épargnés? Que ce sera isolé uniquement à propos de l'Ukraine? Ou bien réalisent-ils que cela aura également un énorme impact sur l'Europe? Quel est leur état d'esprit en Europe? What is in their mindset, in your opinion? It's a good question, Nima, and I'm glad you raise it. C'est une bonne question, Nima, et je suis heureux que tu la poses comme un problème européen général sur lequel nous devons tous réfléchir. Mais fondamentalement, la réponse doit se faire pays par pays, n'est-ce pas? Tu as eu Patrick Bond, qui a parlé de l'Allemagne. Je m'excuse, je n'ai pas encore pu voir ce podcast. La situation de l'Allemagne est différente de celle de la France, qui est différente de celle du Royaume-Uni, qui est différente de celle de l'Italie. Appelons-les les grandes puissances. Mais en réalité, ce sont surtout les trois premières. Laissons de côté l'Italie. En France, en Angleterre et en Allemagne, on a des dirigeants très faibles et impopulaires, avec des mandats politiques actuels très fragiles,
face à un électorat de plus en plus préoccupé par la perte de l'État-providence, la baisse du niveau de vie, les questions migratoires et bien d'autres choses encore. En France, la situation est encore plus dramatique. Le président Emmanuel Macron a atteint un niveau de popularité extrêmement bas. Son taux d'approbation se situe entre 25% et 30%. Il a tenté de nommer un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui n'a tenu que moins d'un mois avant de démissionner la semaine dernière. Cela a révélé l'ampleur des luttes de factions entre Macron et les partis de droite soutenant le gouvernement à l'Assemblée nationale après les dernières élections. Cela signifie que Macron est confronté à plusieurs options de gouvernance très difficiles. Il peut gouverner par décret ou invoquer ce qu'on appelle l'article 16 de la Constitution française, qui lui donne le pouvoir d'adopter des politiques sans vote parlementaire. Ou bien il peut gouverner en vertu de l'article 49.3, qui lui permet de faire adopter des mesures par le Parlement sans vote, à moins qu'il ne perde un vote de censure. Ces deux options le maintiennent en permanence au bord du gouffre. Et il agit de manière dictatoriale, napoléonienne si vous voulez, impériale si vous préférez. Donc, pour comprendre ce qu'il fait, faire la guerre à la Russie, il provoque des crises. Il provoque des crises pour surmonter ou ignorer l'opinion publique. Maintenant, le président Poutine, lorsqu'il a parlé de la piraterie maritime française, a affirmé qu'il pensait qu'il s'agissait de tentatives pour détourner l'attention du public et que le public, cela rejoint votre question, en Europe, finirait par chasser les fauteurs de guerre du pouvoir. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact pour la France, ce n'est pas exact pour le Royaume-Uni et ce n'est pas exact pour l'Allemagne. Et ce n'est pas conforme aux doctrines de l'impérialisme que les Russes ont appris à comprendre depuis leur enfance, qu'ils soient léninistes ou pré-léninistes, car l'opinion publique est réprimée en Allemagne et ignorée en France. Il est possible que Macron, en déclenchant des crises, cherche à rester au pouvoir en tant que dictateur de l'article 16. Il est également possible, et la dernière presse française le montre, qu'il soit contraint de convoquer des élections et est déjà conseillé aux préfets régionaux de se préparer à un premier et un second tour entre le 16 et le 23 novembre. Le problème, c'est que ces élections risquent de produire un Parlement bloqué, dans lequel, pour l'instant, le Front national populaire, le soi-disant extrême droite, le parti anti-guerre du Parlement français, ne dispose que d'environ 25%. Le parti de Macron ne recueille qu'environ 15% des intentions de vote. L'autre parti conservateur, le Rassemblement national, est à environ 32%. La gauche est très faible. Maintenant, si Macron compte sur une élection, il compte aussi sur un autre Parlement bloqué. Dans ce cas, il calcule qu'il pourra continuer à gouverner par décret. Faire la guerre à la Russie est l'un des moyens par lesquels il pense, personnellement et institutionnellement, pouvoir maintenir le contrôle. Il bénéficie d'un certain soutien de l'armée, de beaucoup plus de la part des grands acteurs de l'industrie de l'armement, et il peut créer une atmosphère de crise dans laquelle le régime d'exception, en vertu de l'article 16, devient acceptable. Je suis donc désolé d'avoir dû raconter une telle histoire à propos de la France. Nous pourrions continuer en racontant une histoire à propos de Starmer au Royaume-Uni, mais les problèmes sous-jacents sont différents dans chaque pays. Ce qu'ils ont en commun, c'est que chacun des régimes au pouvoir est très faible politiquement, tout comme l'est l'opinion publique sur la question de la guerre. Alors, pourquoi ai-je ici, en bas de notre écran, une invitation pour que les gens lisent Long Live Novichok? Parce que c'est l'un des coups de propagande.
l'un des mensonges fondamentaux sur la Russie, selon lequel la Russie aurait attaqué le Royaume-Uni avec un agent neurotoxique le 4 mars 2018 et aurait finalement tué une personne. C'est un tissu de mensonges, tout comme le suivant, l'affaire Novichok en Allemagne avec Navalny. Mais cela a été un succès phénoménal, complet et total pour convaincre l'opinion publique dans ce pays et en Allemagne aussi. And in Germany too. Now, that said, what we're looking at here. Cela dit, ce que nous voyons ici est quelque chose que les Russes ont du mal à accepter. Qu'un ensemble de mensonges aussi évidents puisse être cru si profondément à travers l'Europe. Où est la civilisation? Où est la mentalité? Où est le bon sens? Il a disparu. Franchement, au Royaume-Uni, il a disparu. Ce à quoi nous faisons face, c'est à l'échec de la contre-propagande russe. L'échec de la guerre de l'information russe a contré cette évolution. Il y a donc une acceptation totale dans ces opinions publiques de l'idée que la Russie est une menace, que Poutine est un démon. Ce genre de choses, nous les considérons ici, notre public le sait bien, c'est du n'importe quoi, des balivernes. Et nous essayons de convaincre notre public, ceux qui ont des doutes sur les questions que vous soulevez, et d'y répondre non pas d'un point de vue russe, mais du point de vue de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Cependant, on ne peut pas convaincre ces opinions publiques. On ne peut pas les convaincre de s'opposer à la guerre, de se mobiliser de manière à ce que le gouvernement britannique, le gouvernement français et le gouvernement allemand renoncent. Et le président Trump a vu du côté russe une occasion de négocier une sortie, une voie de désengagement. Mais Trump lui-même estime qu'il vendra les armes si les Européens les payent, puis les livrent à l'Ukraine, et que la guerre continuera, et pas seulement sur ce champ de bataille. Je ne pense donc pas qu'il soit juste que de nombreux podcasteurs considèrent la soi-disant coalition des volontaires en Europe comme une coalition des idiots, des imbéciles ou des fous. Les calculs politiques dans chaque pays représentent une rationalité à court terme pour poursuivre la guerre. Ils font la même chose aux États-Unis. Je suis désolé de le dire. Tu as perdu. Oui, ce qui m'étonne vraiment, John, c'est que Donald Trump, chaque fois qu'il parle du conflit en Ukraine, disait que c'était la guerre de Joe Biden. Et maintenant, il ne cesse de dire qu'il est déçu par Poutine. Oui. Il voulait quelque chose de plus de Poutine. Qu'est-ce que cela signifie? Les États-Unis fournissent déjà des renseignements, des armes, tout. Oui. Combattre la Russie. Qu'attend-il de Poutine? Eh bien, nous avons essayé de répondre à cette question et je suis heureux que vous la posiez à nouveau, car nous devons continuer à le rappeler à tout le monde. Le président Trump ne semble pas comprendre quels termes il veut que le président Poutine accepte. Nous avons mentionné qu'il s'agissait du plan russe, le plan du Kremlin, l'idée de Poutine, d'aller en Alaska. Poutine voulait aller à Dubaï, un lieu neutre. Puis, il a accepté de se rendre à la base aérienne américaine en Alaska et de se rencontrer en face à face pour s'assurer que Trump comprenait les conditions russes. Qu'un accord de paix mettant fin à la guerre devrait aborder les racines fondamentales du conflit. Et cela signifie une sorte de résolution à l'échelle de l'Europe et entre les États-Unis et la Russie, traitant des insécurités fondamentales créées par le camp de l'OTAN à mesure qu'il avançait vers la frontière russe. Et maintenant, dans l'espace, et ainsi de suite. Trump ne précise pas que bien que Poutine ait cru comprendre, il a certes écouté pendant 2 heures et un quart, mais il n'y a eu aucune négociation. Aucune. Le camp russe pensait que l'occasion était. Maintenant, Trump sait, et que certains des ultimatums qu'il avait lancés, il les assouplissait, au moins pour un certain temps.
Le niveau d'insulte personnelle, je suis déçu, implique qu'il a une norme d'approbation. Mais ce sont des termes à négocier, et Trump ne montre aucune clarté à ce sujet. Rien de comparable au plan en 20 points qu'il a approuvé pour la fin et la résolution du conflit israélo-palestinien et du génocide à Gaza. Ce sont 20 points que Trump a approuvés, célébrés, médiatisés. Eh bien, il y a 33 points dans les conditions de l'accord russe. Il y a 22 points, je crois, dans la version euro-ukrainienne qui a été portée à la table par le général Kellogg. Vous les réunissez tous les deux, vous négociez. Et peut-être que vous en arrivez à un cadre à court, moyen et long terme, exactement comme le cadre proposé par le soi-disant plan Trump-Gaza. Regardez la structure. À court terme, des retraits, retraits d'armes et d'armées, fin des combats, échange d'otages et de dépouilles. Vous faites ces choses en termes de sécurité, d'acceptation des deux côtés, et ainsi de suite. Nous pourrons revenir à cette négociation plus tard. Le fait est que Trump n'a jamais montré, et personne dans son entourage, y compris le secrétaire d'État Rubio ou le secrétaire à la Défense Texas, n'a montré la moindre clarté sur ce qu'ils exigent de la Russie. Exigent-ils que la Russie capitule comme ils exigent que le Hamas capitule? Ce serait ridicule. Depuis Anchorage, vous avez vu les attaques contre la Russie présentées comme ayant une économie en ruine. C'est faux. Les attaques contre Poutine, décrits comme fanfaron et bluffeur, un tigre de papier, sont fausses. L'idée que les Européens et les Américains continuent de défendre, selon laquelle l'Ukraine est en train de gagner et la Russie de perdre, est également fausse. Permettez-moi simplement de vous rappeler que les sondages d'opinion aux États-Unis montrent que les électeurs américains, observant ce que fait Trump et ce que dit la presse, sont devenus plus désapprobateurs au cours des 4 dernières semaines. Le désaveu public de la manière dont Trump gère la guerre entre la Russie et l'Ukraine a augmenté. En d'autres termes, quoi que dise Trump, dur envers la Russie, conciliant envers la Russie, du point de vue américain, aucune de ces approches n'a convaincu le public ni les électeurs d'accroître leur soutien à ce qu'il fait. En ce moment, je regarde mes sondages d'opinion. Et mes amis, si vous doutez de moi, ou si vous voulez simplement vérifier par vous-même, allez sur realclearpolitics.com et cherchez l'approbation du président Trump. Vous pouvez consulter d'autres sondages aussi, mais vous verrez qu'en général, au cours de la dernière semaine, le ratio approbation-désapprobation de Trump s'est détérioré pour lui, bien que d'un seul point de pourcentage. C'est l'écart entre les électeurs américains qui désapprouvent la performance de Trump et ceux qui l'approuvent. Mais en ce qui concerne sa gestion de la Russie et de l'Ukraine, l'écart n'est pas de moins 7%, comme pour son taux d'approbation global. Il est de moins 20%. Un écart de 20% entre ceux qui désapprouvent Trump sur la Russie et l'Ukraine et ceux qui l'approuvent. Quant à sa gestion du conflit israélo-palestinien, l'écart est actuellement de moins 18%. Donc, en somme, qu'avons-nous ici? Nous avons des électeurs américains qui ne font pas confiance à Trump pour régler ces deux grandes guerres, pour lesquelles il n'a toujours pas produit le soi-disant accord de paix ou de cessez-le-feu qu'il cite parmi les éléments qui, selon lui, font de lui un candidat au prix Nobel de la paix, qui sera annoncé dans environ 2 semaines. Personne ne croit donc que les performances de Trump s'améliorent, et Trump est incapable de convaincre ses propres électeurs qu'il gère l'une ou l'autre de ces guerres mieux qu'il y a un mois. Eh bien, cela répond-il à votre question. Comment le camp russe peut-il traiter avec un homme qui les insulte, se moque de leur capacité, les défie d'escalader tout en cherchant lui-même à le faire, et qui semble, de manière chaotique et cognitive, déterminé à la guerre?
Maintenant, laissez-moi vous lire quelque chose qu'il a dit dans son discours pour la célébration du 250e anniversaire de la marine américaine. Laissez-moi voir si je peux le retrouver. Oui, Trump est allé prononcer un discours sur le pont de l'USS Harry Truman. C'est le porte-avions qui a perdu 2 chasseurs F-18 tombés à la mer sous le feu des Houthis lors de leur vaste intervention contre le Yémen, il n'y a pas si longtemps. Voici maintenant ce que Trump a dit aux marins. Il a déclaré, et je cite, en regardant sur le côté pendant que je cite, que le problème avec le Vietnam, selon lui, c'était qu'on avait cessé de se battre pour gagner. Il a affirmé qu'ils auraient pu gagner facilement, qu'ils auraient gagné l'Afghanistan facilement, qu'ils auraient gagné toutes les guerres facilement. Mais, a-t-il ajouté, on était devenu trop politiquement correct, trop enclin à la retenue. Et il a conclu en disant qu'il ne l'était plus. We're not politically correct anymore. Just so you understand, we win. Juste pour que vous compreniez, nous gagnons. Maintenant, nous gagnons. Nous ne voulons plus être politiquement corrects. Maintenant, voici un président des États-Unis qui dit à la marine que le Vietnam a été perdu parce que nous avons cessé de nous battre pour gagner, que la guerre en Afghanistan a été perdue parce que nous avons cessé de nous battre pour gagner. Cet homme n'a pas... Eh bien, cette leçon est fausse. Elle est absolument fausse. Mais qu'est-ce que ça vous dit de son état d'esprit? Qu'il ne pense pas que les négociations soient la solution pour la guerre en Ukraine ou la guerre à Gaza. Il pense « nous gagnons, nous gagnons, nous gagnons ». Et nous gagnons par une puissance écrasante en anéantissant l'autre camp, comme il l'a dit à propos de l'Iran. Maintenant, pour revenir à votre question, que veut-il dire quand il qualifie le président Poutine de tigre de papier? Quand il dit « je suis déçu », eh bien, il ne parle pas de conditions pour faire la paix. Il ne parle pas de conditions pour résoudre le déséquilibre fondamental de sécurité provoqué par les tentatives des États-Unis et de l'OTAN de se mobiliser sur tous les fronts autour des frontières de la Russie, front occidental, oriental, méridional, septentrional. Non, c'est un fauteur de guerre, pas un artisan de paix. Et l'occasion, comme l'a dit le vice-ministre Ryabkov, semblait se trouver à Anchorage. L'occasion que la partie russe croyait possible depuis que Trump a succédé à Biden. Cette occasion est en train de disparaître, si elle n'a pas déjà disparu. Et le président n'est pas un homme attaché aux négociations. Il est attaché à la victoire. Mais l'opinion publique américaine n'est pas d'accord avec cela. Il pourrait remporter le prix Nobel de la paix en faisant pression sur le gouvernement norvégien et sur le comité Nobel, mais il remportera un prix, une médaille. Il ne remportera pas la paix dans aucun de ces accords, et il ne gagnera certainement pas sur le champ de bataille ukrainien. John, the other dimension of the conflict. John, l'autre dimension du conflit entre l'Occident et l'Orient se situe au Moyen-Orient, entre l'Iran et les États-Unis. Nous voyons de nombreuses armes et des ravitailleurs aériens être déplacés là-bas. Quand on regarde la situation, on ne peut s'attendre qu'à une escalade totale. C'est extrêmement préoccupant, ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Beaucoup d'armes. La même chose s'est produite lors de la première guerre entre l'Iran et Israël. Nous savons que la Russie envoie des armes à l'Iran et nous avons vu d'énormes avions s'y rendre, transportant, je ne sais pas, des systèmes de guerre électroniques, peut-être des avions de chasse. Electronic warfare, I don't know, fighter jets. We don't know about these things, but nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais d'un autre côté, le président russe, ou, si l'on veut, le premier ministre israélien, continue de parler avec le président russe pour rester en contact, pour, je ne sais pas, découvrir ce qui a été envoyé à l'Iran et se préparer à la nature de l'attaque qu'il planifie. Quelle est votre compréhension de la politique de la Russie au Moyen-Orient? Et que se passe-t-il avec l'Iran, qui, à mon avis, est l'un des pays les plus importants de la région, tant pour la Russie que pour la Chine?
C'est très important. C'est un allié stratégique. Et l'accord de partenariat stratégique, signé en janvier, a été ratifié par le Parlement russe ces derniers jours. Il ne fait aucun doute quant à son importance centrale. Du point de vue iranien, des erreurs ont été commises dans la préparation de la défense contre Israël et les États-Unis, ce qui a laissé l'Iran sans défense à certains égards, et il en a payé un prix terrible. Ces erreurs sont en train d'être corrigées, et la nature du réarmement russe, ainsi que des dispositifs défensifs, est entièrement secrète et fermée. Non seulement selon des modalités acceptables pour les gardiens de la révolution, mais aussi pour les forces iraniennes régulières. Tu en sais plus que moi sur ce sujet, et tu peux en parler. Je serais heureux d'écouter plutôt que de parler. Mais la Russie comprend, et le président Poutine comprend, que la solidité de son engagement envers l'Iran constitue un test de ses alliances stratégiques. C'est particulièrement important après que la Russie s'est retirée de son soutien à Bachar al-Assad et a permis que la Syrie soit partitionnée et détruite, partitionnée ensuite par Israël, la Turquie et les États-Unis. En même temps, comme tu l'as justement remarqué, il y a un certain niveau de déploiement au Qatar, de ravitailleurs aériens, et des moyens nécessaires pour mener une attaque contre l'Iran. Les États-Unis ont participé à l'attaque israélienne contre le Qatar et à la tentative d'assassinat du politburo du Hamas. Maintenant, à plus petite échelle, c'est une répétition de l'opération contre l'Iran. Deuxièmement, c'est une combinaison de forces américaines et israéliennes qui ont finalement échoué, comme elles ont échoué en Iran également. D'un autre côté, Trump a dû réparer les relations et reconstruire l'alliance avec le Qatar. Et je crois qu'une partie de la raison du déploiement des ravitailleurs et des chasseurs qui les accompagnaient était de rassurer le Qatar et la famille dirigeante, et donc les alliés arabes des États-Unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, sur le fait que les États-Unis seraient plus fiables qu'ils ne l'ont été lorsque les Israéliens ont attaqué le Hamas au Qatar. Je considère donc ce déploiement moins comme une menace pour l'Iran, même s'il doit être perçu par les Iraniens et les Russes comme une menace, et davantage comme une mission coûteuse de réassurance après que les États-Unis ont trahi le Qatar lors de cette attaque. Le même processus de test, puis de vérification de l'engagement de la Russie à défendre les pays qui lui sont alliés, est en cours au Venezuela en ce moment. Les États-Unis mobilisent un niveau de menace militaire pour attaquer le Venezuela. Ils ont tué des équipages de bateaux de pêche et de vedettes rapides, comme nous l'avons vu, et Trump s'en est félicité. Ce que nous avons au Venezuela, c'est un État défendu par des systèmes de défense aérienne russes, à la fois des S-300 et d'autres systèmes assurant une protection contre les attaques aériennes furtives. Par conséquent, à mesure que les États-Unis intensifient la pression sur le Venezuela pour un changement de régime, l'engagement de la Russie à défendre le Venezuela est mis à l'épreuve. C'est le reflet exact de ce qui se passe en Iran, n'est-ce pas? C'est le reflet de ce que Trump a raté lorsqu'il s'est joint aux Israéliens dans l'attaque contre le Hamas à Doha. Nous avons donc, je pense, sur tous ces fronts de guerre, un processus par lequel les États-Unis provoquent et testent agressivement la capacité de leurs cibles, l'Iran, le Venezuela et d'autres, ainsi que la capacité des côtés russes et chinois à honorer leurs engagements stratégiques de défense militaire envers ces États. Je sais que de nombreux podcasteurs veulent affirmer que chacun de ces événements est un prélude à la Troisième Guerre mondiale. J'ai prévenu les gens que nous n'allions pas parler de la Troisième Guerre mondiale ici,
mais bien d'un processus d'expansion agressive. Et vous avez tout à fait raison de dire que nous pouvons voir, dans les négociations sur Gaza, des preuves continues qu'Israël se considère comme un État en expansion qui conservera tout le territoire qu'il capture, qu'il vole, qu'il prend par la force, la Syrie, le Liban, Gaza, la Cisjordanie. L'Iran a donc toutes les raisons, sur les plans stratégiques et politiques, de comprendre que les États-Unis soutiennent cette expansion dans sa direction. Je pense que l'Iran pourrait probablement dire que pour le moment, en termes de calendrier, les États-Unis n'attaqueront pas de sitôt. Mais il ne peut se fier à rien venant d'un intermédiaire comme Stephen Witkoff, encore moins de Jared Kushner ou de quiconque envoyé par Trump pour négocier. Il ne peut se fier à rien de ce que dit un Américain, ni à la parole d'aucun Européen. L'Iran doit donc maintenir un niveau de tension et d'alerte élevé. Et nous verrons si les États-Unis, si Trump, sont dans une posture de démonstration. Car son plus grand problème, et je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois, c'est que le président Trump ne peut pas se permettre, sur le plan intérieur, de perdre un affrontement. Je viens de te citer son concept, selon lequel la marine américaine va gagner, gagner, gagner. Nous ne négocions pas. Nous avons perdu le Vietnam parce que nous n'avons pas combattu correctement. Nous avons perdu l'Afghanistan parce que nous n'avons pas combattu correctement. C'est cet état d'esprit. Si tel est l'état d'esprit, on peut s'attendre au pire. Une escalade constante, une tromperie permanente de la part de pseudo-négociateurs comme Kushner et Witkoff, une expansion continue d'Israël et d'autres mandataires. Et c'est le rôle de la Russie, en tant qu'allié stratégique, de convaincre l'Iran, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, le Venezuela et d'autres, non seulement de sa bonne volonté et de l'efficacité de ses armes en défense et en attaque, mais aussi de leur faire comprendre que lorsque le président Poutine dit quelque chose et prend un engagement, il le tiendra. John, voyez-vous la Russie en train de réévaluer ou de repenser son attitude envers le Moyen-Orient? Nous savons que la Russie affirme avoir invité 22 États arabes et que, parmi eux, 15 se rendront en Russie pour discuter avec la direction russe, avec le président russe. Qu'y a-t-il derrière ce sommet dont parle la Russie? Qu'est-ce qui sera le plus important dans l'esprit des Russes concernant le Moyen-Orient? Cherche-t-il à équilibrer les rapports de force dans la région? Tente-t-il de faire quelque chose en lien avec ce qui se passe à Gaza et en Israël? Nous savons que le président russe s'entretient à la fois avec les Israéliens et les Iraniens, ce qui lui confère, vous savez, un certain avantage dans sa position. Quelle est votre opinion à ce sujet? Advantage to his position. Your take on that? You were being polite about President Putin's. Vous étiez courtois en parlant des consultations du président Poutine sur le plan pour Gaza. Sa première initiative a été d'approuver le plan de Trump. Et vous trouverez sur le site Dances with Bears le récit de la manière dont la partie russe a publié 3 interprétations différentes du plan Trump-Gaza en 3 heures et demie. Le président Poutine a également dû répondre au professeur Morandi, le professeur iranien présent à Valdai, au sujet du plan pour Gaza. Il a formulé plusieurs positions qui vont directement à l'encontre non seulement de celle du Hamas, en laissant de côté l'accord mutuel sur les échanges de la première phase concernant les otages, les prisonniers et les morts, ainsi qu'une certaine forme de cessez-le-feu. And some form of ceasefire. Le président Poutine n'a pas rejeté l'idée que la Palestine puisse être administrée à Gaza par une entité étrangère. Il a exprimé son scepticisme à l'égard de Tony Blair, l'organisateur de la guerre contre l'Irak et un participant à la guerre en Afghanistan. Il a émis des doutes sur Blair, mais n'a pas précisé, ni au camp arabe, ni au camp iranien, le rôle exact qu'il envisage.
Il n'a pas vraiment répondu à votre question. À mon avis, d'après mes sources, le président Poutine a dû revenir sur ses propos pour clarifier sa position depuis Valdai concernant le plan pour Gaza et a dû donner des assurances qu'il n'est pas entièrement aligné avec Benjamin Netanyahou, qu'il a appelé la semaine dernière. Il n'a pas parlé avec le président iranien. Il a parlé avec Netanyahou lors d'un appel que Poutine lui-même a initié, et ensuite il a eu une conversation avec le président Erdogan de Turquie. Maintenant, je vois le sommet arabe comme une tentative du ministère des Affaires étrangères, de Sergueï Lavrov et de l'état-major général de contrebalancer, oui, exactement, de contrebalancer l'approche américaine, appelons-la l'approche Jared Kushner, Stephen Witkoff, lobby sioniste, concernant l'avenir de Gaza et la destruction du Hamas. Si les discussions actuelles à Sharm el-Sheikh, impliquant les Israéliens, le Hamas, Kushner et Witkoff, aboutissent à une forme d'accord, au moins sur la première phase, le cessez-le-feu et le retrait des Israéliens suffisamment loin pour permettre l'échange de corps, d'otages et de prisonniers, alors ce serait un début. Si ce niveau de sécurité peut être convenu dès la première étape, il reste à voir quelles seront les dispositions de l'étape intermédiaire. Le retrait total d'Israël de Gaza, l'installation d'une autorité palestinienne de transition, non pas internationale, sans aucun lien avec le Conseil de la paix de Trump, le BOA, ni avec un vice-roi britannique réintroduisant un mandat britannique sur la Palestine. Toutes ces options ont été écartées par le Hamas. Et d'après ce que je vois, les États arabes présenteront à Moscou une défense de la souveraineté arabe. Du point de vue iranien, cela mérite d'être approuvé. Dites-moi, que disent les sources iraniennes à propos du soi-disant plan Trump-Gaza? Ils ne sont pas du tout optimistes à ce sujet. Donald Trump a mentionné que les Iraniens, vous savez, lui envoient des signes positifs, mais je ne vois pas cela se produire. Si l'on regarde les médias en Iran, ils ne sont pas optimistes quant à ce qui se passe à Gaza. Dans leur esprit, cela n'arrivera pas, pour le dire ainsi. Dans ce cas, nous pouvons convenir que la décision des ministères des Affaires étrangères et du Kremlin de convoquer un sommet arabe est significative. J'essaie de me souvenir. Je ne crois pas qu'un tel sommet ait déjà eu lieu. Il y a bien eu les consultations régulières entre la Russie et les pays arabes, généralement au niveau ministériel. Celles-ci ont impliqué des visites au Kremlin et des rencontres avec le président Poutine. Mais il existe un plan russe. Lavrov et le ministère des Affaires étrangères ont présenté une proposition de sécurité mutuelle et réciproque dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient. Bien sûr, elle a été totalement rejetée par Israël et par les États-Unis. Néanmoins, un sommet des 22 États arabes inclura, espérons-le, une représentation pour la Palestine. Il sera intéressant de voir comment la partie russe parviendra à représenter à la fois le Hamas et l'autorité palestinienne. Et ensuite, cela produira presque certainement de très vives critiques à l'égard d'Israël pour sa tentative d'annexer la Cisjordanie. Maintenant, Trump pourra peut-être se vanter d'avoir temporairement bloqué le plan israélien d'annexion de Gaza, mais il n'a rien fait pour empêcher ou limiter la prise de contrôle israélienne de la Cisjordanie dans ces conditions. Et il n'a rien fait non plus pour encourager les retraits israéliens du Liban, de la Syrie et ainsi de suite. Ainsi, le camp russe cherche un équilibre, mais il ne s'agit pas seulement d'équilibrer la performance américaine. Et il reste à voir comment cela se déroulera à Sharm el-Sheikh au cours des, disons, 48 prochaines heures. Il s'agit aussi d'équilibrer les luttes de factions à Moscou et d'équilibrer la perception selon laquelle le président Poutine entretient une relation privilégiée avec Israël.
Thank you so much. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. As always. Thank you very much for having me, Nima. See you next week. See you. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. À la semaine prochaine.